Donc, quelle est la différence entre le planning et le timing? Donc, certes, ce sont, quand on le lit comme ça, deux visions du temps et de son organisation. Ce sont deux concepts liés au temps. Mais quelles sont les réelles différences, en tout cas celles que nous y apportons? Alors, on va commencer par ce que je pense qui est plus clair pour tout le monde, c'est la notion de planning. Donc, chez nous, le planning, je pense pour vous aussi, c'est la même racine que la planification. Donc, qui dit planification veut dire on doit faire une liste exhaustive et intégrale de toutes les étapes qui vont s'enchaîner avec les points de synchronisation, etc., etc. Et puis tout ça, on le pousse jusqu'au bout et ça nous donne une idée de la fin du développement. Comment on fait ces étapes? Eh bien, on est obligé d'avoir des spécifications pour pouvoir remplir les différentes cases et les différentes étapes. Si on veut que le planning soit juste, eh bien, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Il faut qu'on ait des specs ultra précises et ultra détaillées. Donc, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que souvent, le client passe beaucoup de temps en amont pour faire des specs qui sont valables à un instant T, au moment où il va le faire, en sachant que le projet peut durer peut-être 1 an ou 2 ans. Donc, on sait pertinemment que ces specs, quand elles vont être écrites, soit elles ne sont pas matures, soit elles peuvent changer. Donc, c'est un réel investissement côté client, énorme investissement côté client pour réaliser des specs ultra précises. Et au final, on a un instantané au moment où on commence le projet véritablement. Donc, nous, chez Ayrton, on veut y opposer une notion de timing. Et au contraire, le timing, c'est quoi? Ce serait plutôt le bon mouvement au bon moment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, j'ai fait une belle illustration avec un aviron, donc je vais prendre cette analogie-là qui va nous suivre un peu tout le long du webinaire. Si on fait l'analogie avec l'aviron, on a une équipe qui travaille ensemble et pour arriver à la faire travailler dans les meilleures conditions, on est obligé de lui imposer une dynamique, on est obligé de lui imposer un découpage régulier, on est obligé de lui imposer une synchronisation. Et quand on fait ça, on a une dynamique qui se met en place et donc l'équipe avance par petites itérations. Et à la différence du planning, on sait ce qu'on est capable de mettre dans une période donnée, on sait ce qu'on est capable de produire, mais on ne sait pas encore ce qu'on va produire pendant cette période donnée. Donc c'est là toute la force, c'est que mis bout à bout, on sait ce qu'on est capable de faire, mais on ne sait encore pas tout à fait ce qu'on va mettre dedans. Et ce qu'on se rend compte avec ce timing, c'est que pour un aviron, et c'est valable pour tout le reste, toutes choses étant égales par ailleurs, l'aviron, l'eau, le matériel, avec la même équipe, finalement, plus on se connaît, plus on avance, plus on rame ensemble, et plus on va faire avancer le bateau vite, sans imprimer beaucoup plus de force, juste en jouant sur la technique. Maintenant, je voudrais parler des raisons qui font que le planning se décale et qu'on a de la dérive et qu'à la fin, on livre pas dans les temps. Un deuxième groupe qui est axé autour du périmètre, du produit lui-même. Donc ça, c'est un peu plus quand on ne va pas révolutionner le produit, mais on va quand même changer un axe ou deux, et donc ça va quand même avoir un impact, donc forcément sur le planning. Qu'est-ce qu'il peut y avoir sur le périmètre? Une non-compréhension d'un besoin. Ça, je pense que c'est arrivé à tout le monde. Dans le cas des charges, dans les spécifications, on avait un besoin qui n'était pas clair ou pas mature. Bon, peu importe, il a été écrit d'une certaine façon qui, selon le client, était suffisamment clair. Et quand le développeur a réalisé cette fonction, il l'a faite comme il l'a comprise telle qu'elle était écrite sur le cahier des charges. Donc, en fait, personne n'a raison, personne n'a tort. Tout le monde a fait son travail, mais au final, on n'a pas la fonctionnalité attendue. Donc, c'est un travail qu'on doit refaire. Un autre exemple, ça peut venir du client qui nous dit j'ai réfléchi un petit peu, si on changeait légèrement la taille ou le form factor de notre produit, donc ce n'est pas une grosse contrainte, parce que finalement, on va gagner de la place ici, on va en perdre là, mais du coup, au niveau du design, on serait plus ressemblant avec un autre produit de la gamme, et si on est plus ressemblant, ça pourra se vendre en binôme, et donc on pourrait adresser un autre marché que le marketing aimerait bien avoir depuis un petit moment. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut changer, et donc il va falloir l'intégrer. Un autre exemple, totalement réel, une évolution de la réglementation. On avait une consommation en veille qui était tout à fait acceptable. Et puis, la réglementation change. Et donc, dans 1 an, cette consommation en veille ne sera plus du tout acceptable. Donc, il va falloir la revoir. Forcément, tous ces points que je viens d'évoquer ont évidemment un impact sur le planning, obligatoirement, parce qu'il y a des choses à refaire. Et je le répète, tous les exemples que j'ai donnés sont des exemples vécus, des choses réelles.
Comment on fait, nous, chez Ayrton, pour essayer de garder tout ça sous contrôle? Donc, quels sont les leviers qu'on actionne pour ne plus dériver? Eh bien, je vais essayer de les évoquer avec vous tout de suite, en commençant par le premier levier, qui est un levier en amont de tout le reste. C'est le levier des workshops. Alors, à quoi servent les workshops? Parce qu'il peut y en avoir plusieurs, mais disons qu'il y en a au moins un. À quoi sert le workshop initial? C'est vraiment avoir une compréhension parfaite du besoin du client. Ça se déroule en 2 étapes. La première étape, c'est l'étape qu'on appelle chez nous tuer le cahier des charges. Ça peut paraître extrêmement violent dans la terminologie, mais ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il faut que le client nous emmène vers son véritable besoin. Et comment il va nous emmener? C'est plutôt nous qui allons l'emmener vers son véritable besoin en lui posant des questions à coup de pourquoi et à coup de non. Ce sont des petits mots assez simples et qui permettent vraiment d'arriver au cœur du sujet. Je vais vous donner un exemple d'un grand groupe de cosmétiques qui est venu nous voir et qui avait déjà une idée en tête. Selon eux, ils voulaient détecter une ouverture de peau de crème. Ils avaient même déjà la solution technique. Ils avaient commencé à faire des choses en interne avec des gens qui étaient un peu passionnés par l'électronique. Et donc, ils avaient réussi à faire ça. Donc, ils avaient une petite preuve de concept. Eh bien, à force de discussion, à force d'échanges, de communication, donc nous, à force de pourquoi, on en est arrivé à la conclusion que finalement, le besoin, ce n'était pas de détecter une ouverture de peau. Le besoin, c'était évidemment, je dis ça évidemment parce que maintenant, ça paraît évident pour nous, le besoin, c'était évidemment de détecter quand la personne prenait de la crème, et pas uniquement quand elle la prenait, mais quand elle se la mettait sur le visage, et surtout, qu'est-ce qu'elle ressentait quand elle se la mettait sur le visage. Eh bien, on s'est rendu compte que faire un projet avec des batteries, avec de la communication, avec un cloud qui allait récupérer les infos, avec toute une infrastructure qui aurait dû traiter les données, etc., ça devenait extrêmement compliqué, extrêmement cher, pour finalement 30 personnes dans la nature qui sont des gens bénévoles mais volontaires, qui voulaient tester les produits. On leur a proposé tout simplement plutôt de faire une application mobile et à coup de notification sur leur téléphone, d'avoir un retour plutôt rapide finalement de est-ce que la crème fonctionne bien, est-ce que j'utilise ci, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça. Donc finalement, avec une solution extrêmement simple et peu coûteuse, on avait même plus d'infos qu'avec une solution très très technique et très très compliquée. Voilà, donc c'est là où je veux dire vraiment on tue le cahier des charges. Bon, une fois qu'on a tué ce cahier des charges et qu'on a le besoin, on attaque la deuxième étape. La deuxième étape, c'est la priorisation. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on priorise? Eh bien, on a un joli besoin, on demande au client et on l'aide à découper ce besoin en fonctionnalités. Donc, on a plein de petites fonctionnalités. Et une fois qu'on a ces fonctionnalités, on lui dit, ben voilà, va te mettre au tableau, tu traces un trait vertical, tu mets tout en haut les fonctions qui sont les plus prioritaires et tout en bas les moins prioritaires. Et ensuite, tu distribues tes tickets et interdit de faire un gros groupe tout en haut ou un gros groupe au milieu, il faudra redistribuer. Une fois qu'on a ça, et donc une matrice qu'on fait tous ensemble, client plus équipe, une fois que le client a fait ça, l'équipe intervient et cette fois, elle distribue les post-it de façon horizontale. Elle va mettre à gauche les tickets qui sont ceux avec le moins d'efforts et les tickets à droite, ceux avec le plus de complexité. Donc, qu'est-ce qui va sortir de ça? Eh bien, on se rend compte qu'en haut à gauche, on va avoir tous les tickets qui ont le plus de valeur et qui ont le moins d'efforts. Donc, en gros, les tickets avec le plus gros ROI, le plus gros retour sur investissement, ils sont en haut à gauche. Donc, évidemment, c'est là-dessus qu'on va se concentrer, c'est sur ces tickets-là qu'on va se concentrer, parce que c'est là où il y a le plus de valeur à ajouter au produit et à donner au client. Donc, on voit bien qu'avec cette matrice, l'objectif, c'est de faciliter la priorisation des tâches de l'équipe qui va le faire, évidemment, tout en observant l'importance et la complexité de chaque fonctionnalité que le client a définie. Donc, avec ces workshops, l'objectif, c'est vraiment la diminution du risque initial et la compréhension parfaite du besoin initial également. Notre deuxième levier, ce sont les contrats. Alors, vous allez me dire en quoi les contrats sont liés au planning. Eh bien, ils sont liés, mais de manière indirecte. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, c'est un exemple concret qui est valable chez tout le monde. C'est pas un exemple, c'est pas un exemple spécifique, c'est un exemple plutôt généraliste, mais vous allez comprendre. Si on prend un contrat classique, en général, c'est périmètre, coût, délai. Donc, on a un périmètre,
on a un coût, on a un délai, et à ce moment-là, on est censé livrer un produit. Si on dépasse le délai, eh bien, on a très souvent des pénalités de retard que le prestat doit payer au client. Qu'est-ce qui se passe quand on est hors délai et donc hors budget la plupart du temps? Eh bien, on a d'un côté un client qui n'est pas content parce qu'il n'a pas ce qu'il veut et il va aller réclamer, il va être de plus en plus hargneux, tout à fait légitimement. Et d'un autre côté, on a une équipe de dev à qui on va dire arrête de bosser sur ce projet parce que de toute façon, on n'est plus payé pour ce projet-là. Parce qu'on ne gagne plus d'argent. Donc, je vais plutôt te mettre sur un autre projet sur lequel tu es payé. C'est exactement ce qui se passe. Et au final, c'est un contrat perdant-perdant. Parce que le client n'a pas ce qu'il veut et le prestat n'est pas payé ou très peu et il ne travaille plus sur le projet. Donc, on va rogner sur la qualité, on va rogner sur les fonctionnalités, on va rogner sur plein de choses. Et au final, c'est vraiment un contrat perdant-perdant. Nous, on préfère plutôt utiliser des contrats qui ont une énorme souplesse sur le périmètre. Donc, ce ne sont plus des forfaits qu'on appelle des forfaits fonctionnalités, mais ce sont bien des forfaits valeurs. Et là, eh ben ça tombe très, très bien parce que qu'est-ce qu'on a fait juste avant? On a fait des workshops où on a isolé cette valeur. Donc, on va se focaliser sur cette valeur-là. Donc, notre objectif, c'est un engagement sur la valeur ajoutée globale du produit fini. Donc, pour conclure sur les contrats même avec un lien indirect, autorisent le changement de périmètre, car ils sont faits pour ça, et donc permettent de garder sous contrôle cette dérive de planning en jouant sur le périmètre, en le revoyant sans cesse. Le troisième levier, et celui-là, il est vraiment au cœur du timing. Comment on fait pour essayer de garder ce timing sous contrôle? On s'impose des périodes de développement régulières, ce qu'on appelle les sprints. Donc ces sprints-là, du fait d'avoir des temps réguliers, ça impose donc, la régularité, forcément, le rythme, donc ça crée la dynamique. Ces sprints sont faits en collaboration et en synchronisation équipe et client. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'équipe de Presta dans son coin qui va travailler. Non, le client est vraiment intégré à cette équipe. C'est lui qui va aussi donner son avis, dire dans quelle direction on va, qu'est-ce qu'on priorise. Alors, il l'avait déjà fait dans les workshops, mais là, on va le faire de manière beaucoup plus précise. On va avoir une idée beaucoup plus fine de ce qu'on est censé faire. Et il va même s'investir là-dedans. C'est-à-dire que s'il a du travail dans le sprint, il va devoir le faire. Et il va devoir se synchroniser à la fin. S'il n'a pas fait son travail, on met tout le monde en retard. Donc, c'est vraiment, le sprint, c'est toute une histoire de compromis et de challenge. Et c'est surtout un engagement entre le client et l'équipe. Donc, ce sprint, c'est un temps suffisamment long pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir avoir du palpable, mais en même temps suffisamment court pour se dire que si on se plante, ben, ce n'est pas grave, parce qu'on a juste perdu un sprint. On n'a pas perdu un produit. Ce qu'on fait à la fin du sprint, comme on a du palpable, c'est qu'on échange autour de ce qu'on a fait et on va faire une session de rétrospective. Et cette rétrospective, elle va permettre, d'améliorer le produit, de le diriger encore plus dans la bonne direction, dans celle qui va pour adresser le besoin du client, et d'améliorer les process eux-mêmes, ceux qu'on a mis en place. Donc, on voit bien qu'à chaque fois, tous les indicateurs sont censés s'améliorer. Ces méthodes, ça autorise l'évolution en ressources et en périmètre. Alors, le quatrième et dernier levier, il est en dernier, pas parce qu'il faut bien les mettre dans un certain ordre, mais ce n'est pas le moins important, ce sont les benchmarks. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière les benchmarks? En fait, quand on fait les workshops, on identifie toujours des sujets qui sont risqués. Et ces sujets risqués, eh ben, peut-être que pour le client, ils n'ont pas de valeur, donc ils ne sont pas en haut, et peut-être qu'ils sont très complexes, donc ils sont complètement à droite, donc ils ne sont absolument pas en haut à gauche de la matrice, mais il faut quand même les adresser, parce que si on ne les adresse pas, on va partir dans une mauvaise direction, et cette mauvaise direction, eh ben, elle va se payer très cher quand on sera à la fin du projet, il va falloir tout recommencer. Pareil, vécu, un client est venu avec un encombrement mécanique. Ça, c'était très important pour lui, cet encombrement mécanique. Il ne fallait pas dépasser la taille qu'il avait proposée. Et une autonomie associée à son produit. Nous, en workshop, on a identifié tout de suite que si l'encombrement mécanique est donné, l'autonomie est donnée, ça veut dire que la batterie doit être dimensionnée correctement pour que le produit… pardon, je n'ai pas précisé, l'autonomie du produit doit être donnée aussi. Donc, encombrement et autonomie. Donc, si la capacité est figée,
on sait que naturellement, l'autonomie, elle ne sera pas infinie. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a regardé un peu comment c'était fait, comment est-ce qu'on pouvait essayer de modifier un peu l'intérieur pour augmenter la capacité de la batterie. Mais une fois qu'on a fait ça, ben, on est arrivé au bout. Donc là, on s'est concentré plutôt sur la consommation réelle de la carte. Et c'est surtout la consommation de la carte en veille qui nous intéressait. Et finalement, on s'est orienté vers un microcontrôleur qui avait une veille extrêmement, extrêmement basse pour pouvoir atteindre cette capacité cette autonomie de batterie. Là, on se rend bien compte que ça a été pris en amont. Au final, le micro est peut-être un petit peu plus cher, mais le client a adressé ses deux besoins, encombrement, autonomie. Si on arrive à la fin du projet et qu'on a encombrement, mais pas autonomie, par contre, on a un prix moins cher, mais que le client, il s'en moque, parce que ce n'était pas là-dessus qu'il voulait jouer, mais absolument sur l'autonomie, ben finalement, on n'a pas rempli le contrat. Donc, avec ce système-là, eh ben, on s'est rendu compte qu'il valait mieux mettre un peu plus cher. Le client était d'accord, on en a discuté, et ça s'est très bien passé. Donc, ce point-là est extrêmement important aussi, mais on va dire que plutôt que de gagner du temps, parce qu'on en passe un petit peu en amont, donc ça veut dire qu'il faut savoir perdre un petit peu de temps en amont pour en gagner à la fin, pour maîtriser son planning. Donc là, c'est ce qu'on fait avec les benchmarks.